Ce pays latin, l'expression de quartier latin me semble s'être fixée au XIXe siècle, époque où le mot quartier n'avait plus la résonance administrative qu'il avait sous l'Ancien Régime. Ce pays latin, on voit bien que son nom est conditionné par la présence des collèges de l'université. C'est qu'en effet, le latin est, dans les 2 derniers siècles de l'Ancien Régime, à la fois le mode de transmission des savoirs et l'objet quasi exclusif, au début du cursus, de l'enseignement dispensé sur la rive gauche de Paris. C'est un tableau de la présence du latin dans ce quartier que je vous propose aujourd'hui. Mais préalablement, il nous faut remarquer 2 choses. Tout d'abord, que l'instruction à l'université ne concerne que les garçons. Non pas que l'instruction ne soit pas dispensée aux filles, elles y viendront, mais plus tard et dans le cadre d'institutions, comme Saint-Cyr par exemple, plus ou moins privées ou tenues par des ordres réguliers. Deuxième remarque, sous l'Ancien Régime, l'instruction n'est pas obligatoire, même si Louis XIV la rend telle, et ce jusqu'à 14 ans, vers la fin de son règne. Elle n'est pas obligatoire, mais surtout elle n'est pas nécessaire pour pourvoir à de nombreux emplois. La carrière des armes, les métiers artisanaux et quantité d'offices vénaux ne requièrent aucune formation, aucun diplôme préalable. Si l'on accepte le désir d'acquérir certains offices techniques ou l'obtention de bénéfices ecclésiastiques, entrer à l'université participe d'une démarche de formation humaniste que nous allons retrouver durant 7 heures. Vénérable institution née au XIIe siècle, l'Universitas Magistrorum et Scholarium Parisiensis, la communauté parisienne des maîtres et des écoliers, a été réformée par Henri IV au sortir des derniers soubresauts qui a connu sa reconnaissance comme roi de France légitime. On sait que certains collèges étaient particulièrement impliqués dans la Ligue, comme le collège de Fortet. Cet engagement catholique, l'arrivée des jésuites dans le paysage universitaire ont incité le roi à reprendre en main une institution aussi importante au cœur de sa capitale. Des statuts ont été rédigés en septembre 1598, enregistrés au Parlement et finalement promulgués lors d'une assemblée de l'université en septembre 1600, soit 2 ans plus tard, en l'église des Mathurins. L'église des Mathurins se situait à l'angle de la rue de Cluny et de la rue du Sommerard, et elle était le siège très provisoire de l'université de Paris, qui n'en avait pas en fait. L'université y perdait la protection papale, y perdait ses anciens privilèges, pour obéir au roi, son nouveau chef. Le Parlement connaîtrait des problèmes disciplinaires dont elle n'arriverait pas à bout et viserait enfin tous les comptes de tous les collèges. Nous retrouverons plus tard la tutelle parlementaire sur l'université. Voyons dans un premier temps quel aspect présente l'université selon ses nouveaux statuts. Elle est divisée traditionnellement en 4 facultés déterminées par le contenu des études. La faculté des arts, que nous appellerions nous faculté des lettres, la faculté de médecine, celle de décret, faculté de droit, si vous voulez, et la plus prestigieuse de toutes, la faculté de théologie. De ces 4 facultés, la faculté des arts est numériquement, tant par le nombre d'étudiants que celui de maîtres, qu'on appelle des professeurs régents, et d'établissements, la faculté des arts est donc la plus importante. Elle englobe exclusivement tout ce que nous dirions école secondaire, de la 6e aux 2 niveaux correspondant à notre terminale. L'enseignement y est développé sur 3 années de grammaire, auxquelles on a senti très vite, au XVIIe siècle, la nécessité d'ajouter une première année propédeutique, si l'on peut dire, d'adaptation pour les jeunes élèves qui arrivent des petites écoles, ce que nous appellerions l'enseignement primaire. Cette année de propédeutique, c'est notre 6e. À ces 3 années de grammaire et précédées d'une année de propédeutique, succède une année d'humanité, la seconde, une de rhétorique, la première, qui a conservé longtemps ce nom, et enfin 2 classes de philosophie dans la même année universitaire. Cet enseignement est dispensé dans le cadre des multiples collèges qui offrent un visage matériel à l'université.
Ces collèges sont tout d'abord le siège de fondations pieuses destinées à loger des boursiers en nombre et de provenance déterminée, mais une partie des locaux en est affectée aux cours. Il faut bien les distinguer des collèges religieux où séjournent des novices et des ecclésiastiques réguliers durant leur formation. Ainsi, par exemple, du collège de Bernardin, de celui de Cluny, qui était sur la rive sud de la place de la Sorbonne actuelle, ou encore du collège des Prémontrés, entre la rue Pierre Sarrazin, et la rue de l'École de médecine. Dans la première moitié du XVIIe siècle, 12 collèges assurent l'ensemble des cours du cursus des arts, de la 6e à la terminale. On parle pour eux de collèges de plein exercice ou encore de grands collèges. Il y a également des petits collèges. Ces établissements offrent l'hébergement à leurs boursiers, mais au fil du temps, ils ont perdu le plein exercice, consécutivement à divers accidents. Ils assurent pour certains des cours de philosophie, pour d'autres, ils ne sont que des pensionnats. Ils sont une petite trentaine à subsister au XVIIe siècle. Sur les photographies du plan de Turgot que je vais vous proposer maintenant et que j'espère assez lisibles par les uns et les autres, on peut distinguer plusieurs regroupements. Tout d'abord, la zone orientale du quartier latin qui correspond grosso modo à notre 5e arrondissement. On trouve dans cette zone, à l'est de cette zone orientale, les 4 collèges de plein exercice du cardinal Lemoine, ici, dont il reste des bâtiments derrière le Paradis latin, rue du cardinal Lemoine, bâtiment du collège de la Marche, qui était situé à l'angle nord-est de la rue des Écoles et de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, du collège de Navarre, c'est maintenant l'école polytechnique, et du collège de Boncourt, ministère de la Recherche actuel. À ces 4 collèges de plein exercice s'ajoutent les petits collèges de l'Ave Maria, d'Arras, rue d'Arras, il se trouvait à peu près ici, Saint-Michel, ou de Chanac-Pompadour, rue de Bièvre, et dont il reste le porche d'entrée. Au centre de cette première zone, on trouve 4 grands collèges. Le collège de Beauvais-Presles, le collège de Calvi, qui se trouvait tout contre les bâtiments de la Sorbonne, dans laquelle il a été finalement englobé. La Sorbonne étant elle-même un collège de théologie exclusivement, donc nous n'en parlerons pas pour l'instant. Le collège de Plessis et le collège de Lisieux, qui se trouvait tout près d'ici, sous les bâtiments, enfin à la place des bâtiments de la fac de droit actuelle. Parmi les petits collèges, on trouvait le collège de Cornouailles, rue Dante actuellement, le collège de Laon, qui ouvrait sur la rue Basse des Carmes actuelle, le collège de Cambrai, à côté du collège royal, le collège de France actuel, qui ne faisait pas partie de l'université, enfin le collège des Cholets, rue Cujas. Sur la rue de la Harpe, on trouvait en descendant à droite, en descendant vers la Seine à droite, la rue de la Harpe, c'est le boulevard Saint-Michel actuellement, dans la partie haute. On trouvait à droite donc le collège des Trésoriers, qui était sur la rive nord de la place de la Sorbonne, les collèges de Bayeux, de Sées et de Narbonne. Sur la pente de la montagne Sainte-Geneviève, appelée parfois Mont-Saint-Hilaire, on trouve les collèges des Grassins, le collège du Mans-Reims et le collège de Montaigu, dont l'emplacement est occupé actuellement par la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà pour les grands collèges. Les petits collèges de Sainte-Barbe, de Fortet, des Écossais, qui étaient auparavant rue Laplace, avant de se déménager au milieu du XVIIe siècle dans les locaux que nous lui connaissons. Le collège des Lombards, dont il reste actuellement l'église syriaque Saint-Éphrem, qui était la chapelle. La zone occidentale du pays latin, qui correspond
à la rive ouest de la rue de la Harpe, c'est-à-dire au 6e arrondissement actuel. Cette zone occidentale allait jusqu'à la paroisse Saint-André-des-Arts. On y trouvait le grand collège d'Harcourt, qui est maintenant le lycée Saint-Louis, avec les petits collèges de Justice, un peu au nord, de Dainville, occupé maintenant par la librairie Joseph Gibert, et le collège de Bourgogne, qui a été rasé pour construire l'école de médecine à la fin du XVIIIe siècle. Plus bas, vers la Seine, alors voilà la première zone où nous pouvons voir donc le collège d'Harcourt, le collège de Justice est ici, le collège de Dainville là, et le collège de Bourgogne ici. Plus bas vers la Seine, donc, les petits collèges de Tours, qui se trouvaient rue Serpente, de Boissy, là où passent maintenant, où se rejoignent les rues Danton et Sugère, et enfin le collège d'Autun, qui ouvrait sur l'église Saint-André-des-Arts et qui s'étendait jusqu'à la rue Gilles-Coeur. Tous ces collèges de la faculté des arts, largement répandus, donc, des arrières de Saint-Étienne-du-Mont jusqu'à Saint-André-des-Arts, tous ces collèges étaient concurrencés sévèrement par le collège des Jésuites, autorisé et ouvert définitivement en 1618 et installé à l'hôtel d'un évêque de Clermont qui, le premier, avait invité les Jésuites à s'installer à Paris. Il prendra le nom, par faveur royale, de Collège Louis le Grand en 1682. N'appartenant pas à l'université, ayant essayé sans succès d'en briser le monopole de la collation des diplômes, après avoir en vain tenté de s'agréger à l'université, ce collège jouit d'un très grand prestige en raison de ses méthodes pédagogiques innovantes qui ne cesseront d'inspirer la faculté des arts. Il est lui aussi situé en plein cœur du quartier latin, rue Saint-Jacques, entre le collège du Plessis au nord et le collège des Cholets au sud. Tout cet ensemble de collèges constitue maintenant le collège Louis le Grand, le collège-lycée Louis le Grand. Après la faculté des arts, il y a les 3 autres facultés dites supérieures, qui sont ouvertes aux maîtres ès arts, c'est ainsi qu'on appelle les titulaires de la licence, qu'on obtient en fin de la 2e classe de philosophie. La faculté de médecine est située rue de la Bûcherie. Un premier amphithéâtre d'anatomie fut achevé sur place en 1620, à peu près à la place de celui que nous pouvons encore voir. Les enseignants y étaient tous des praticiens parisiens, exerçant à la faculté à tour de rôle pendant 2 ans. Les étudiants recevaient une formation pratique au bout de 4 ans, au bout de 2 ans seulement pour les fils de médecins, qui étaient supposés avoir la science infuse. Tous suivaient un maître dans ses consultations pendant 2 années, ensuite, avant de soutenir licence puis doctorat. Les Diafoirus père et fils qu'on rencontre dans le Malade imaginaire illustrent parfaitement la formation des médecins à l'époque de Molière. La faculté de décret était très déconsidérée au début de notre période. Un mauvais enseignement, une vénalité des diplômes qu'on pouvait acheter très aisément, très peu de professeurs à Paris, c'est que cette faculté était cantonnée au droit canon. Avait interdiction depuis le Moyen-Âge, depuis quasiment sa fondation, d'enseigner le droit civil. Ces locaux, au sud du collège de Beauvais, sur la rue des Écoles actuellement, à peu près au droit de la rue Jean de Beauvais, étaient délabrés et elle s'ouvrit par un édit de Saint-Germain d'avril 1679 à l'enseignement du droit civil voulu par Louis XIV, qui créa même, comme dans toutes les facultés de droit du royaume à la même époque, un enseignement du droit national coutumier. La faculté de théologie, enfin, la plus prestigieuse, dispensait une longue formation, 5 ans jusqu'au baccalauréat de théologie, puis 2 ans jusqu'à la licence et le doctorat. 2 collèges proposaient aux étudiants et à des religieux réguliers, installés ici ou là dans le quartier, les cours permettant d'obtenir ces diplômes. Il s'agit de la Sorbonne, qui ne faisait que cela, mais aussi du Collège de Navarre.
qui est également un collège artien. Tel est le cadre physique de l'université. La rive gauche de Paris est donc parsemée d'une grosse trentaine d'établissements qui regroupent, au début de la période, selon les estimations, de 8 à 10 000 étudiants âgés de 10 ans, pour les tout jeunes artiens de 6e, à une trentaine d'années pour les doctorants en théologie. L'emprise géographique, qui ne déborde pas de la muraille de Philippe Auguste, remarquons-le, est principalement sur les pentes au nord de la montagne Sainte-Geneviève, mais également dans le 6e arrondissement. Elle recevra une extension sur ce côté avec la création du Collège des Quatre Nations par Mazarin, les Quatre Nations étant Artois, Alsace, Roussillon et Pignerol, d'où devaient venir les boursiers qui seraient accueillis dans cet établissement légué par Mazarin à l'université. Ce collège de plein exercice fut admis à l'université en 1688 et vint donc augmenter le nombre de ceux-ci. Les collèges sont donc sous tutelle, qui peut être traditionnelle, comme celle de l'évêque de Narbonne. Et je vous propose ici un document qui vient des Archives nationales, comme tous les documents que nous verrons sur cet écran. Il s'agit d'un procès-verbal de visite du collège de Narbonne par un mandataire du cardinal archevêque de Narbonne de l'époque. C'est un document du XVIIIe siècle. Les collèges sont donc sous la tutelle d'une tutelle statutaire ou bien dirigés par le principal qu'entoure des représentants des ayants droit des fondateurs de bourses et des représentants des boursiers. Cette tutelle ne se dément pas, même si le Parlement, comme nous le verrons, tend à régenter de plus en plus étroitement la vie de l'université. Ainsi, Maximilien de Robespierre, brillant boursier au titre du collège d'Arras, recevra-t-il à la fin de ses études une gratification supplémentaire de 600 livres, me semble-t-il, sur ordre express de l'évêque d'Arras, qui gardait l'œil sur ses étudiants et voulait ainsi féliciter un boursier particulièrement méritant. Les bourses, du reste, qui sont à l'origine des collèges, que fréquentent maintenant aussi des pensionnaires non boursiers et des externes, permettent un accès aux études pour les gens remarqués de milieux pauvres. Elles sont l'objet des soins du collège, comme le montre l'image qui s'affiche maintenant. Il s'agit d'un état des bourses de Sorbonne en l'année 1723, et on peut lire au paragraphe numéroté 2. Le texte est tout en latin, bien sûr, mais nous y reviendrons. On n'admettra personne aux bourses des deux fondations en question qui ne soit au moins propre à étudier les belles lettres, humanioribus studiis, en classe de seconde, secunda scola. On ne gardera pas la bourse une fois parcouru la philosophie et le quinquennat de théologie. Même à la fin du siècle, quand les petits collèges seront matériellement regroupés à Louis le Grand, les bourses, suivies sans confusion, seront l'objet de l'attention de l'administration, fondation par fondation. Et vous avez ici un état des boursiers du collège de Narbonne, qui est tenu qui date de 1788 et qui enregistre le nom des boursiers et la date d'entrée de ces boursiers dans leur financement. Grâce à l'argent de ces fondations, justement, l'écolage est très peu cher, de 4 à 5 écus par an au XVIIe siècle. Il sera même gratuit à la Faculté des Arts à partir de 1719. Seuls les examens sont assujettis à une taxe qui croît avec le prestige des diplômes, de 60 livres pour la licence S.Art, qui permet donc d'en finir avec les études de la Faculté des Arts, à 600 livres pour le doctorat de théologie, tout ceci pour l'année 1770. Comment vivent les étudiants et collèges artiens ? Alors, nous allons un petit peu plus loin. Voilà. Vous avez sous les yeux l'image d'un règlement du collège du Plessis. Alors, voilà, du collège du Plessis en 1622. Libellé entièrement en latin, comportant une sélection des ex antiquis statutis regulae, des anciens statuts
de la règle de vie du collège. La Ratio Studiorum des Jésuites, fixée en 1599, sert de modèle pour tous les collèges de la faculté des arts. À 5 heures du matin, les pensionnaires artiens se lèvent, puis font leur prière et se livrent à diverses nécessités. De 5h45 à 7h, une première étude leur permet de revoir les leçons dans les chambrées. À 7h15, c'est la récitation de leurs leçons au maître, puis le déjeuner suivi de la classe du matin de 8h à 10h30. Viennent ensuite la messe, puis le dîner, que suivent une récréation et une heure d'étude. Les cours de l'après-midi, de 13h30 à 16h, mènent à l'étude du soir, puis au souper, avant un ultime temps d'étude, la récitation au maître, et à 21h, la prière du soir et le coucher. Le temps dévolu à l'enseignement est donc de 5 heures par jour, 4 jours seulement par semaine, car les jeudis et samedis après-midi seront vite banalisés, comme l'on dit maintenant. Le volume des cours diminuera à 4h30 en 1725 et à 4h en 1762. Qu'apprennent les étudiants lors de ces 20 à 25 heures de cours hebdomadaires? La réponse n'est pas compliquée pour les étudiants des 4 premières années, le latin et un peu de grec. Nous reviendrons plus loin sur les modalités de cet apprentissage, mais c'est la maîtrise de la langue latine qui est la grande affaire de la classe d'adaptation, la 6e, où l'on voit les rudiments, puis des 3 classes de grammaire qui suivent. Les colloquia ou scénettes latines sont une bonne méthode pour que le jeune enfant se mette d'emblée au latin. Il reprend avec son maître le texte de petites scènes dialoguées, familières, tirées du recueil de Mathurin Cordier, paru à Paris en 1585. Du reste, il n'entendra parler que latin autour de lui au collège, tout au long de la semaine, de la cantine à la chapelle. Les cours ont pour but unique la capacité à s'exprimer en latin, comme le maître qui fait son cours évidemment en latin. D'où la pratique massive du thème latin, orale comme écrite, alors que la version n'est qu'une partie du processus de compréhension du texte tiré du manuel. C'est dans ces classes de grammaire que commence l'apprentissage du grec, qui toutefois tendra à se raréfier au cours du XVIIe siècle. L'exclamation bien connue de Philaminte que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse, dans les femmes savantes, révèle bien que le prestige d'une langue qui se fait rare. Après 1730, le grec aura quasiment disparu des exercices littéraires, les examens publics de fin d'année. Si, dans les premières classes, on apprenait à maîtriser la langue par la grammaire, donc, c'est la rhétorique qui occupe les 2 années suivantes, humanité et rhétorique proprement dite. On commente et on étudie, pour les imiter bien entendu, Virgile et Cicéron, surtout les discours pro-Archia et pro-Marcello, plus faciles d'accès que les autres. On étudie également Tite-Live et Tacite. Pour les Grecs, c'est Homère, les tragiques, Démosthène et Saint Jean Chrysostome qu'on étudie. La réputation de Cicéron, surtout, est insurpassable, comme en témoigne un passage d'une lettre de Jean Racine grondant son fils Jean-Baptiste, qui, élève de seconde au collège de Beauvais, s'était permis d'en mal parler dans une lettre précédente. Je lis. « Je vous conseille de ne jamais traiter injurieusement un homme aussi digne d'être respecté de tous les siècles que Cicéron. Il ne vous convient point, à votre âge, ni même à personne, de lui donner le vilain nom de poltron. » La méthode d'étude des textes, la praelectio, se déroule en 5 parties, à peu près comme dans l'Antiquité. Le régent, c'est donc le professeur, reprend d'abord l'argumentum d'un texte, son sujet, puis il en fait l'interprétation, explanatio, phrase à phrase, en s'aidant de la traduction française, s'il le faut, et d'une paraphrase latine qu'il improvise devant les élèves. Quand le morceau est parfaitement intelligible, la rhétorica relève et identifie tous les procédés d'écriture mis en œuvre par l'auteur ancien. L'éruditio éclaire ensuite tous les aspects historiques, et enfin la latinitas s'attache à des particularités de langue méritant un développement spécifique. Vers la fin du XVIIe siècle, les connaissances sollicitées par l'éruditio, histoire, mythologie, géographie, tendront à se constituer en matière propre, elle-même l'objet
de cours spécifiques. Première entaille dans le monopole thématique des lettres anciennes. L'ultime année de la faculté des arts, la philosophie, est divisée en deux. La première classe traite de logique et de morale. La seconde classe, de physique, puis de métaphysique. La doctrine est toute aristotélicienne, corrigée par saint Thomas d'Aquin. Elle prolonge donc la tradition scolastique. Descartes et Malebranche ne sont enseignés avec précaution qu'à la fin du siècle. Au XVIIIe, ils seront pleinement admis. Sous le règne de Louis XVI, on verra apparaître le nom de Rousseau, ici ou là, dans les cours. La méthode d'enseignement consiste en la dictée, rendue obligatoire en 1737, mais très longtemps, l'usage de Paris s'est opposé à la dictée, qu'on jugeait débilitant pour les élèves. Donc une dictée suivie d'une partie, de la dictée d'une partie du cours du professeur, cours qui est une véritable démonstration, enchaînant les preuves, les objections et les réponses, et non une plate et doctrinaire suite d'affirmations. Suit une explication et surtout une disputatio, où deux étudiants désignés échangent les arguments pour et contre une thèse mise en avant par le professeur. C'est en latin que ces jeunes gens débattent, puisqu'ils ont appris le latin les années précédentes, et ainsi ils peuvent défendre une opinion, en attaquer une par tous les moyens que permet l'art de la parole, cultivé en Occident depuis l'Antiquité. L'année universitaire se clôt à la fin du mois d'août pour un mois de vacances des collèges. La distribution des prix, instaurée par les jésuites du collège de Clermont, est l'occasion d'un spectacle qui ne tardera pas à jouir d'une notoriété au-delà des frontières du quartier, la tragédie latine que montent les élèves sur un texte de leur régent, à moins qu'un étudiant particulièrement doué n'impose ses vers. On sait que Louis XIV garda un goût très vif pour Suzanne, histoire d'une noble chrétienne convertissant le roi germanique qu'il avait enlevé. C'est un thème récurrent de tragédie en tragédie. Celle-ci était du père Jourdan et Louis XIV la vit à 12 ans en 1650. Car on comprenait l'intrigue, on suivait ce latin en vers de messieurs les régents. Un témoin du temps affirme que, je cite, « Les larmes de l'assistance ne manquèrent jamais de faire l'éloge des tragédies du père Poré, célèbre jésuite de la deuxième moitié du XVIIe siècle. » Il y a, chaque fin d'année scolaire, comme aussi durant les jours gras, un vrai engouement pour ces représentations publiques au collège de Clermont comme ailleurs, puisque des collèges l'ont imité. Cette actualité littéraire des collèges n'est d'ailleurs pas si déconnectée de la vie littéraire tout court. Le siècle Louis XIV fut aussi celui d'une extraordinaire efflorescence poétique latine, saluée et reconnue dans toute l'Europe comme telle. Seuls pour nous survivent quelque peu les noms de Santeuil ou de Ménage, cruellement épinglés par Molière sous le nom de Vadius. Bien des apprentis poètes des collèges de la faculté des arts ont irrigué ce courant littéraire qui ne passera guère la moitié du siècle suivant, il faut le dire. Ainsi, au XVIIe siècle, dans le quartier, le latin est une langue vivante, parlée au quotidien, utilisée pour toutes sortes d'exercices littéraires et qui forme des littérateurs reconnus en Europe. Dans les facultés supérieures, le latin n'est pas moins d'obligation. Les études de médecine et de droit consistent d'abord à étudier à fond les manuels de référence, tous latins ou grecs. Selon une expression du temps très frappante, on doit, in succum et sanguinem vertere, transformer en son sang et sa moelle, pourrait-on traduire, les instituts de Justinien par exemple. En songeant aux médecins de Molière, on ajoutera Hippocrate et Galien, qui sont lus, relus, décortiqués. Ajoutons à cette bibliographie prestigieuse mais datée l'Universa Medicina de Fernel, le médecin de Diane de Poitiers au siècle précédent. Les études de théologie, bien entendu, exclusivement tenues en latin, restaient les plus prestigieuses. C'est aussi celles qui avaient développé les rites universitaires les plus complexes. Il fallait 5 années pour en obtenir le baccalauréat en théologie, 5 années d'assistance aux cours, bien sûr, mais aussi aux soutenances. La pédagogie de l'imitation en théologie comme en médecine, par exemple, s'oppose volontairement au dessèchement théorique.
et, après un temps, obligation d'intervenir à ces soutenances. L'examen du baccalauréat, donnant aux étudiants le titre de bachelier, la licence de théologie, est composé de 2 oraux, de 4 heures, en philosophie d'abord, puis en théologie. Si le candidat est admissible, il passe alors la tentativa, des bénéfices ecclésiastiques. Voilà. Alors, vous avez ici un placard de position de thèse, alors non pas pour la licence de théologie, mais pour le baccalauréat en théologie. C'est une erreur de ma part. Vous voyez ici le début du texte, et vous avez ici In Collegio Sancti Bernardi. La soutenance a eu lieu au collège de Saint-Bernard. C'est donc un cistercien qui a soutenu cette thèse, pro tentativa. C'est donc bien une tentative, la première controverse publique du cursus théologique qu'il a passé. Si le bachelier en théologie souhaite pousser plus loin, il lui faut consacrer 2 années à des disputationes, l'opposant à ses camarades. Il devra aussi s'entraîner à prononcer des sermons, mais heureusement, à Paris, les communautés religieuses ne manquent pas pour accueillir de jeunes apprentis prêcheurs. L'examen de la licence est le plus complexe de l'université. Il est introduit par 2 soutenances de thèse, la minor ordinaria et la major ordinaria, chacune de 6 heures à peu près, et passée consécutivement sur 2 jours. Puis vient le temps solennel de la Sorbonica, la sorbonique, comme on l'appelle en français, dans l'aula major de l'université du collège de Sorbonne, en robe rouge, assis seul à une table. Vous comprenez pourquoi je suis en bleu aujourd'hui. En robe rouge, assis seul à une table, l'étudiant défend ses propositions contre tout contradicteur qui voudra se manifester, pourvu qu'il soit bachelier en théologie. Cette épreuve durera une 12aine d'heures consécutives, avec 15 minutes de pause, où, pendant qu'on dresse un petit paravent devant sa table, l'étudiant se restaure de un peu de nourriture et de boisson. Donc 15 minutes de pause dans 12 heures d'un mitraillage, tout cela en latin, évidemment. Le lendemain de la dernière soutenance de l'année, les candidats à la licence obtiennent lors d'une cérémonie la manumissio a scholis, le congé des écoles. Les voici viri theologici, c'est-à-dire théologiens. Classés selon leur mérite, ce sont les lieux, nous y reviendrons. Ils s'inscrivent ensuite, s'ils le souhaitent, pour obtenir le grade de docteur. Cet examen a lieu dans la même année universitaire, mais 6 semaines minimum après la cérémonie de la manumissio. Au programme pour le candidat, 2 disputes, la Vesperia et l'Olica, puis une leçon solennelle, la Resumta, qu'on pourrait traduire par la récapitulation, pour être admis au grade de docteur en théologie. Arrêtons-nous sur quelques-unes de ces étapes prestigieuses. La tentative de Richelieu, qui date de 1606, avait comme sujet « Qui serit similis mei » qui me vaudra, pourrait-on traduire. Ce qui nous révèle assez clairement l'ambition de l'évêque, il était déjà évêque, qui passait son diplôme de théologie. La Sorbonique était un grand événement intellectuel comme mondain. Elle faisait l'objet de placards sur papier ou en soie. À ce propos, il y a un vers de Boileau dans la satire numéro 10 qui fait allusion à des femmes qui circulent avec des robes imprimées de théologie, c'est-à-dire qu'elles ont fait faire leurs robes avec du tissu d'invitation à ces soutenances de thèse. Je fais circuler parmi vous, si quelqu'un veut prendre. Merci, monsieur. Je fais circuler parmi vous un document que je ne pouvais pas projeter parce qu'il n'est pas très lisible, qui est une série de reproductions de ces placards de diplômes de théologie. La soutenance attirait une foule. Condé vint par exemple à celle de Bossuet.
Mais évidemment, il vint 2 ans plus tôt lors de la soutenance du prince de Conti, ainsi que le duc d'Aumale et monsieur le chancelier. On peut y inviter un souverain étranger intéressé par les locaux comme par cette représentation de gala. C'est ce qui se passa en 1768. La maréchaussée assurait le service d'ordre. Louis XIV s'en faisait faire la relation. Saint-Simon en peint le tableau. Manon Lescaut retrouve dans les tribunes l'abbé des Grieux. Bref, pour citer le père Quesnel, à l'occasion de la soutenance du Grand Arnaud, une licence de théologie de Paris est, dans le genre des exercices de la littérature, un des plus beaux spectacles qui se trouvent dans le monde, par le concours des savants de tout ordre qu'elle assemble, ainsi que par l'intérêt des débats qu'elle soulève. Nous remarquerons l'intérêt souligné pour les débats. Tout est en latin et l'audience suit fort bien. Talmont des Réaux, dans ses historiettes au volume 5, raconte que le futur cardinal de Ré, citant dans son Aulica, je crois que c'est une Aulica, un passage de saint Augustin, se vit objecter par le jeune abbé de Souillac que la citation était controuvée. Ce faisant, l'abbé de Souillac répercutait une rivalité de protecteurs du côté du futur cardinal de Ré, Gondi, l'archevêque de Paris, du côté de Souillac, Richelieu. On fait apporter le livre et le contradicteur, l'abbé de Souillac, est confondu. Il déclare alors piteusement, et surtout en commettant une faute de latin, « Non legeram ista Thoma » au lieu de « istos Thomos », je n'avais pas lu ces volumes. À cette bévue, Thomas et pas Thomos, intervient ironiquement le président de séance qui s'exclame « Ergo quia vidisti Thomas credidisti » puisque tu as vu, tu as cru Thomas, qui est une citation que vous aurez reconnue de l'évangile de Saint Jean, qui reprend cruellement le Thomas malheureux de l'abbé de Souillac. La résonance sociale de la licence obtenue par la Sorbonnique se poursuivait par les paranymphes, dans la semaine de la Septuagésime, quelque temps donc après la Manumissio. En 4 cortèges, selon les 4 maisons auxquelles ressortissaient les licenciés, sorbonnistes, navaristes, ubiquistes, c'est-à-dire étudiants dépendants à la fois de Navarre et de Sorbonne, et réguliers, les licenciés en théologie, en robe rouge, fourrée d'hermine et bonnet sur la tête, accompagnés d'amis, se rendaient successivement dans les différentes chambres des comptes qu'on pouvait trouver à Paris. Chambre des enquêtes, chambre des requêtes, chambre de la cour des aides, puis enfin à l'hôtel de ville. Là, à chaque fois, et 4 jours durant donc, pour les 4 groupes de licenciés, harangue et réponse du président, en latin bien entendu, sauf toutefois chez les consuls municipaux. Les discours, généralement des recommandations plaisantes sur le bon usage des finances, faites à ces jeunes représentants de l'université, furent simplifiés vers le milieu du XVIIIe siècle. Mais il resta de ce moment très ritualisé l'ultime et fraternelle disputatio qui concluait, de retour au collège, la journée et les études de beaucoup d'entre ces jeunes diplômés. Les lieux, cet ordre de passage imposé pour soutenir les épreuves du doctorat, dont je vous ai parlé à l'instant, était en fait un classement tacite des futurs docteurs en théologie, ce qui le rendait propice pour régler des comptes. Le navarriste Bossuet, qu'une querelle de préséance entre Sorbonne et Navarre avait conduit devant la grande chambre du Parlement, Bossuet ayant refusé de saluer comme il fallait un régent de la Sorbonne, puisqu'il était navarriste, était parti avec toute son assemblée soutenir dans des locaux du collège de Cluny, à côté, et la Sorbonne attaquait en disant que la thèse ayant été soutenue en dehors des locaux de la Sorbonne, elle n'était pas valable. C'est ça le fond de l'histoire. Bossuet se défendit devant la grande chambre du Parlement en latin, tant et si bien qu'il sauva son diplôme. Il avait en face de lui Omer Talon, procureur auprès du Parlement, qui était à même d'apprécier le latin de Bossuet. Mais la Sorbonne eut sa revanche, et c'est en 3e lieu seulement, après Rancé et un jeune Chamillard, que Bossuet fut admis à soutenir Vespéri, Aulique et Résompte. Il était donc classé 3e dans les études de théologie par ces messieurs de la Sorbonne.
Parlons maintenant de l'enseignement du latin. Nous avons déjà signalé le recours des maîtres dans la classe préparatoire de 6e au colloquia de Cordier. Il est remarquable que cette méthode d'apprentissage de la langue soit connue de longue date. On pratiquait déjà, pour apprendre le latin, la lecture de colloquia dans l'Angleterre du XIe siècle. Et nous avons ceux que rédigea un moine anglo-saxon de l'époque, Aelfric Bata. Plus haut, c'est le monde antique même qui fournit le modèle de ces colloquia, avec ce qu'on appelle les Hermeneumata pseudo-dositeana, qu'on date du IIIe siècle. Ce sont des manuels de conversation bilingues, grec-latin, réversibles, c'est-à-dire utilisables par des orientaux en Occident comme par des occidentaux en Orient. Signalons encore les colloques d'Erasme de 1518, dont une édition expurgée à l'usage des classes et augmentée d'un colloque sur le jeu de ballon est procurée par Nicolas Mercier, régent de IIIe et sous-principal du Collège de Navarre en 1661. Cette remarquable continuité pédagogique se retrouve dans l'autre outil permettant d'apprendre le latin, c'est-à-dire la grammaire. Les deux grammaires les plus connues du Moyen-Âge sont celles de Donat, un maître latin qui vécut vers 355, et de Priscien, qui vécut à Constantinople en 520 à peu près. Directement inspiré de ces manuels, le doctrinal d'Alexandre de Villedieu, qui date des années 1200 et qui était rédigé en hexamètre dactylique, condensait la matière latine et a fait les beaux jours de l'université au Moyen-Âge. Le flamand Despoter a fait paraître dans le début du XVIe siècle des Commentarii Grammatici qui ont servi de base pour toutes les grammaires imprimées à l'usage de l'Université de Paris dans les siècles suivants. Cette grammaire de Despoter, qui dans l'édition de Robert Estienne fait 754 pages in folio, avec un ars versificatoria en 5 livres, donc il ne s'agit pas seulement d'apprendre la grammaire, mais de finir par composer des poèmes, de tout mettre. Cette grammaire a été corrigée, adaptée et servira de canevas à tous les ouvrages scolaires du XVIIe siècle. Ainsi peut-on citer de Jean Béhour le Despoterius Minor, paru en 1640, qui est un réaménagement en 3 parties, morphologie, syntaxe, quantité syllabique et figure, donc toujours des préoccupations de style. Les règles de Despoter sont réorganisées et commentées en différentes rubriques en latin. Les grammaires rédigées en français apparaissent au milieu du siècle. Lancelot de Port-Royal publie en 1640 la nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue latine, une adaptation de Despoter, dont toutes les règles sont en vers, comme chez Despoter, mais le texte est en français. En 1645, paraît une méthode curieuse et toute nouvelle pour acheminer à la langue latine par l'observation de la française, de Guy Bretonneau, principal au collège de Pontoise, grammaire qui a eu un peu de diffusion dans le quartier. Il s'agit là du premier manuel qu'on pourrait dire translinguistique, réglant l'apprentissage du latin sur ce que l'élève peut observer du français en vertu d'une véritable méthode différentielle. On sait combien le siècle des Lumières a été soucieux de pédagogie. À la parution en 1722 des méthodes latines nouvelles, elles aussi, de Dumarsais ou de Frémy, on a écrit un examen critique dans le journal de Trévoux en 1723. On trouve particulièrement dans l'encyclopédie des questionnements sur l'apprentissage et l'usage du latin, en particulier dans les articles Collège de d'Alembert, Éducation par Dumarsais, Méthode et thème par Bauzet, Études par Feillet. D'Alembert a bien perçu le lien organique qui tient la pédagogie des collèges et la pratique du thème latin. S'opposant aux uns, les collèges, il critique conséquemment l'autre, le thème latin. Son jugement est sans appel. Le temps qu'on emploie à composer en latin est un temps perdu, écrit-il. À vrai dire, cela fait longtemps que le thème latin est sur la sellette. Le recteur Rollin lui-même, qui fut principal du collège de Beauvais et plusieurs fois recteur de l'Université de Paris, critiquait dans son traité des études de 1726 l'usage systématique du thème latin. Pour ce pédagogue moderne, défenseur de la langue française, il fallait réserver la pratique du thème aux enfants déjà un peu avancés.
Je le cite, « Quand les enfants ont déjà quelques légères teintures du latin et qu'ils ont été un peu formés à l'explication, je crois que la composition des thèmes peut leur être fort utile, pourvu qu'elle ne soit pas trop fréquente, surtout dans les commencements. » On opposera à la doctrine de Rollin un petit livre que je fais circuler parmi vous. Je vous remercie, monsieur. C'est un livre de thème latin pour les élèves de 7e, c'est-à-dire pour préparer dès l'enseignement primaire à la maîtrise de la langue latine par le thème. Cet ouvrage date de 1788. Vous voyez que l'opposition au thème latin n'a pas réussi à s'imposer, tout de suite du moins. On est loin de l'exigence des 3 thèmes avec le jugement que porte le chancelier, le recteur Rollin. On est loin de l'exigence des 3 thèmes que chaque samedi, après dîner, les élèves, avant de rentrer chez eux, devaient déposer dans le bureau du régent pour les faire corriger pendant la journée du dimanche. C'est la version latine qui est promue par les détracteurs du thème. N'y voyons pas une simple différence de choix pédagogique pour apprendre la langue latine. Ce qui est en jeu ici, c'est la place qu'on entend donner au latin dans la formation générale. Avec le thème, il s'agit bien de prétendre manier le latin comme une autre langue maternelle. C'est le rêve des humanistes, assumé en toute connaissance de cause par l'université. Borner la maîtrise du latin dans les limites de la version, quelque difficile qu'elle puisse être, c'est ramener au contraire tout l'univers intellectuel latin à l'expression française qu'on pourra en faire. C'est bien en faire une matière parmi les autres, même si elle reste la plus prestigieuse et indispensable à la poursuite du cursus. Et de fait, le latin est toujours central en droit civil comme en théologie. On ira ainsi jusqu'à des méthodes de langue à la fois à latin, interlinéaire, où celui-ci est asservi à l'ordre des mots français jugés plus naturels. Le mot naturel est extrêmement important au XVIIIe siècle en matière de pédagogie. Ellipses et autres inversions prêtées au latin sont corrigées par cette glose interlinéaire dans le but d'un accès naturel au latin. Le problème est qu'on se condamne ainsi à ne voir chez les auteurs qu'un latin artificiel, tant il est éloigné de ce latin supposément naturel, puisque suivant l'expression du français. Quant à ce latin, il suscitera évidemment beaucoup d'hostilité de la part de régents, de collèges qui n'y voient qu'un charabia, à bon droit, mais cela est révélateur du changement de perspective qui affecte le latin, qu'on ne prétend plus apprendre qu'à partir du français. Cette perspective est encore la nôtre. La fin de notre période voit en effet la grammaire de l'abbé Laumont, infatigable régent de 6e au collège du cardinal Lemoine, s'imposer. Ces éléments de grammaire latine à l'usage des collèges paraissent en même temps que le fameux De Viris Illustribus, et 5 ans avant l'Epitomée Historiae Sacrae, cet Epitomée Historiae Sacrae que je vous fais passer ici avec le De Viris. Merci, monsieur. Cette Epitomée Historiae Sacrae est destinée aux élèves de 7e. On pourra le comparer utilement aux livres du XVIIIe siècle qui circulent parmi vous. Le thème tient un rôle de confirmation des acquis assurés par les versions à partir des bons auteurs chez Laumont. Cette grammaire, constamment rééditée pendant une centaine d'années, servira de modèle à celles qui suivront. Elle a ainsi transmis à toutes les écoles de France, dans les 2 derniers siècles, un peu de cet esprit du pays latin d'Ancien Régime. La place du latin, qui était une donnée première de l'enseignement au début de la période, a donc peu à peu été reniée. Vers la fin du XVIIe siècle, les grammaires latines ne sont plus rédigées en latin. L'emploi du latin à l'intérieur des collèges tend à être supplanté par celui du français, au moins en dehors des cours et en dehors de la chapelle. Mais même dans ceux-ci, même dans les cours, le français s'insinue. On se souvient qu'il n'y avait auparavant de français que dans la phase de prélectio, dite explanatio, le français servant à expliciter le texte latin qu'on abordait comme tel. Maintenant,
avec le XVIIIe siècle, la littérature française elle-même devient objet d'étude, avec Corneille, Racine, La Fontaine ou Boileau. La poésie contemporaine même fait son apparition avec des noms pour nous un petit peu oubliés, qui sont ceux de Jean-Baptiste Rousseau et de Louis Racine. La contraction géographique de l'université a porté, elle aussi, un coup au latin dans le quartier. Certes, les regroupements administratifs ne sont pas nouveaux. Le collège de Boncourt et celui de Navarre avaient fusionné en 1744. Et nous pouvons citer l'association forcée du collège de Plessis avec le collège de Sorbonne, voulu par le neveu de Richelieu, et dont nous avons ici un document, c'est l'arrêt du Parlement et les nouveaux statuts du collège du Plessis, qui est appelé Plesseo Sorbonici, Collegi Plesseo Sorbonici, qui est un collège sorbonique du Plessis. En 1722, cependant, le Parlement de Paris, proche des milieux jansénistes, est trop heureux de prononcer, à l'issue d'une histoire qui nous emmènerait trop loin, l'expulsion des jésuites du collège de Clermont. Le collège Louis-le-Grand, fleuron de l'enseignement parisien, est donc fermé, comme plus de 90 collèges de jésuites partout en France. Un an plus tard, en novembre 1763, le roi décide d'affecter au siège de l'université, jusqu'alors sans chef-lieu et qui se réunissait chez les Mathurins pour les réunions solennelles de rentrée, le roi décide donc d'affecter les locaux de la rue Saint-Jacques désaffectés à l'université. Par la même occasion, on y réunira tous les petits collèges de la faculté des arts, ce qui n'assurait plus un exercice complet jusqu'aux classes de philosophie. Ainsi sont donc transférés les collèges d'Arras, de Bourgogne, de Boissy, des trésoriers, etc. Les locaux abandonnés connaissent une fortune variée. Ceux du collège des Cholets, mitoyens de Louis-le-Grand, sont absorbés. D'autres sont lotis et vendus, comme ceux de l'Ave Maria, de Fortet, de Narbonne, pourtant tout neufs. D'autres sont loués, comme ceux du collège de Maître Gervais. Le collège d'Autun, rue Saint-André-des-Arts, est affecté à l'école royale gratuite de dessin, qui deviendra, si l'on veut, l'école des arts décoratifs, fondée par Louis XV, cette école royale de dessin. Le collège de Bourgogne est jeté à bas, comme nous l'avons dit, et l'on construit à sa place un nouveau collège pour les chirurgiens qui quitteront donc l'amphithéâtre Saint-Côme, tout proche et qu'on peut encore voir dans les arrières de Gibert. D'autres ajustements modifient la physionomie du pays latin. La construction de la nouvelle faculté de droit devant la nouvelle basilique Sainte-Geneviève entraîne l'abandon de l'ancienne faculté, où vont alors s'installer les médecins qui désertent la rue de la Bûcherie. Cette construction de la faculté de droit entraîne d'abord au préalable de raser les locaux du collège de Lisieux, que vient de quitter l'abbé de Lille, le futur abbé de Lille. Ce collège de Lisieux sera transféré dans les locaux du collège de Beauvais, qui, bien qu'étant de plein exercice, a été fusionné avec les collèges de petit exercice à Clermont. Il n'est pas impossible que le collège de Beauvais, du reste notoirement favorable aux jansénistes, ait été fermé pour rééquilibrer un petit peu le scandale que causait la fermeture du collège de Clermont. Nous disposons de chiffres à la veille de la Révolution qui nous donnent environ 5000 étudiants pour la faculté des arts. 1150 à Mazarin, dont une quarantaine de boursiers seulement, 800 au collège du Plessis, 500 au collège d'Harcourt, 400 à Navarre et à Lisieux, 300 à Montaigu. Les Grassins, le cardinal Lemoine et la Marche ont environ 250 étudiants, et Louis le Grand, qui abrite tous les autres établissements, 700. La Révolution française porte un autre coup à la vie du quartier, du latin dans le quartier. Les critiques contre le latin sortent du domaine pédagogique où certains, comme le président Roland, le mari de la fameuse, les avaient cantonnés dans plusieurs rapports demandés par le roi dans les années 1760. Le débat se déplace sur le terrain politique. Mirabeau écrira ainsi, dans une livraison du Courrier de Provence, postérieure à la prise de la Bastille: « L'éducation des collèges ne répond ni aux besoins de l'humanité,
ni aux vœux de la patrie. Ceci résonne en écho aux propos de Louis-Sébastien Mercier, que nous avons cité tout à l'heure, qui, quelques pages plus loin, disait à propos de l'enseignement du latin « 100 pédants veulent apprendre à des enfants la langue latine avant qu'ils sachent leur propre langue, tandis qu'il faut d'abord en savoir une à fond pour en bien apprendre les autres. Comme on s'est lourdement mépris dans tous les systèmes d'études, il y a 10 collèges de plein exercice, on y emploie 7 à 8 ans pour apprendre la langue latine, et sur 100 écoliers, 90 en sortent sans la savoir. » Comme le dit finement Octave Gréard dans un ouvrage de 1893 qui s'intitulait « Nos adieux à la vieille Sorbonne », l'intérêt intellectuel suscité par les disputes universitaires avait fini par être oblitéré par l'activité de censure que le roi avait dévolue au collège de Sorbonne au sein de l'université de Paris. L'image vexatoire de l'université censeur s'était imposée au fil du siècle à ceux dont les idées avaient été victimes de cette même censure. Un parfum de règlement de compte flottait autour de l'université de Paris. En décembre 1789, les étudiants en art de philosophie soumettent au bureau de l'université une pétition contre la dictée des cours et l'usage général du latin dans l'enseignement. Cette pétition est écartée, mais sans les foudres qui, en d'autres temps, l'auraient flétrie pour son audace. Dans les temps où l'on disperse ensuite la religion catholique et que l'on ferme les 8 paroisses du pays latin, la faculté de théologie, la première, est supprimée sur le rapport d'un représentant Gaudin dès février 1792, en plein milieu de l'année universitaire. Un rapport de Condorcet, 2 mois plus tard, en avril 92, est une charge violente contre l'inutilité sociale de l'enseignement religieux et de la langue latine, tous deux associés. Remarquons-le, seuls, selon Condorcet, la physique et les mathématiques mettent les jeunes gens à même de, je cite, « développer leurs facultés intellectuelles, d'apprendre à raisonner juste et à bien analyser leurs idées ». Nous retrouverons à peu près la même formule dans quelques instants. C'est pendant les congés académiques de l'année suivante, 1793, qu'un décret de la Convention, le 15 septembre, ferme définitivement la vénérable université, dispersant maîtres et étudiants, un mois après la distribution des prix du concours général, transféré symptomatiquement cette année-là des locaux de la Sorbonne au Club des Jacobins. Seul reste le collège ci-devant Louis-le-Grand, devenu collège de l'égalité. Son principal, l'ex-régent Champagne, y maintient l'enseignement et l'institution sous le nom d'Institut central des boursiers, achève de centraliser les dépouilles de l'ancienne université, spécialement celles des collèges de plein exercice, eux aussi fermés ou abandonnés, comme le collège de Montaigu. Au point de vue pédagogique, paradoxalement, le latin, qui était pourtant la langue des Brutus, des Valerius Publicola, des autres héros de Plutarque, tellement en vogue dans les sections révolutionnaires, ce latin s'efface au prétexte qu'il incarne la religion catholique et une institution ancienne et corporatiste. C'est donc la fin d'une éducation de type humaniste, étudiant les anciens textes pour former les orateurs. Écoutons l'abbé Morlaix, collaborateur de l'encyclopédie, mais surtout camarade d'études de Turgot au milieu du siècle. L'usage de l'argumentation, comprenant l'argumentation en latin, est une pratique excellente pour former l'esprit et lui donner de la justesse s'il en est susceptible. Monsieur Turgot me répétait souvent « Mon cher abbé, il n'y a que nous qui avons fait notre licence en théologie, qui sachions raisonner exactement. » L'approche utilitariste de l'encyclopédie, qui n'est pas sans analogie avec la réflexion actuelle sur l'enseignement universitaire, a exercé une grande pression sur le modèle des études. Si le latin ressurgit bien au début du siècle suivant avec l'université impériale, c'est dans une perspective tout autre. Il restera bien un siècle encore au sommet des études, qu'on songe qu'une des 2 thèses du doctorat, jusque dans les années 1880, était obligatoirement rédigée en latin. Mais il n'est plus qu'un outil de sélection parmi d'autres, et c'est finalement le latin, les mathématiques qui ont supplanté le latin. Je vous remercie.